D'autres nous rejoindront en cours de route. Okay. Donc, je suis encore jeune. Est-il utile de me faire vacciner? J'hésite. Donc, c'est bien une présentation ce soir que la mutualité a voulu proposer pour toutes ces personnes qui, un peu comme nous tous, peut-être on s'est posé la question, est-ce que je souhaite me faire vacciner ou pas? Quels sont les risques? Est-ce que ça a un intérêt pour moi? J'ai pas de comorbidité, etc. Enfin, il y a un tas de questions qu'on a pu se poser. Et donc, ce soir, la mutualité voulait ouvrir un espace d'information et de dialogue avec un médecin. Michel Jeas, il est médecin, retraité, volontaire à Eneo. Et donc, on a souhaité lui donner l'opportunité d'échanger avec vous ce soir. D'abord une présentation et puis les questions que les gens se posent régulièrement, il va déjà y répondre. Et puis, il y aura un temps de questions-réponses. Si on n'a pas répondu à vos questions ou vos inquiétudes, alors là, comme disait Michel... Je ne vous entends plus, moi. Ah. Les autres, vous m'entendez? Je pense que oui. OK. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir cet espace de dialogue et, comme le disait Michel, d'aller vraiment au finish pour épuiser toutes vos questions. Voilà, donc il y a une quarantaine de personnes inscrites. Au fur et à mesure, les questions vont trouver leur réponse. Donc voilà, ne soyez pas trop impatients. Michel souhaite qu'on puisse poser les questions au fur et à mesure de sa présentation. Donc vous connaissez le petit bouton lever la main. En attendant, vous pouvez couper vos micros, même les vidéos. Si vous trouvez qu'il y a un petit problème de réseau ou quoi, vous pouvez couper votre vidéo. Ça facilitera aussi, ça allègera un peu le réseau. Voilà, donc posez vos questions, levez la main plutôt. Je vous donne la parole, vous posez votre question. Si on voit qu'il y a trop de questions en cours de route et que ça gêne le suivi de la présentation, alors on mettra 3 temps de questions-réponses au fur et à mesure de la soirée. Voilà. Michel, je te cède la parole. Merci. Et bonne soirée à tous. Alors, des notions très générales pour démarrer. Donc, les gestes barrières, vous vous rendez compte déjà maintenant, resteront importants dans les mois qui viennent, et entre autres le port du masque, même si ça va être allégé dans plusieurs communes, et ça doit s'alléger parce que, en tout cas, le port du masque dans les rues, à part des rues, peut-être la rue Neuve, à Bruxelles certains jours, mais autrement, ça n'a plus beaucoup de sens. Alors, pour que la vaccination fonctionne à l'échelle du pays, on a entendu assez souvent ce chiffre, il faudrait que 70% de la population soit vaccinée, mais aussi, et là c'est un autre problème, il faudrait idéalement que 70% de la population mondiale soit vaccinée, et là, on en est loin. Alors, l'immunité de groupe, on en parlera plus loin, mais ne permet pas d'atteindre le même résultat, et je vous montrerai pourquoi. Il y a des résistances à accepter la vaccination, c'est tout à fait clair. Alors, d'emblée, je dis se faire vacciner, c'est une décision individuelle, il n'y a aucune obligation, mais il y a aussi une décision collective, et on en reparlera, et je dirais, pour les plus on est jeune, plus peut-être la décision est de l'ordre solidarité, collectivité, qu'au niveau individuel où le bénéfice n'est pas nécessairement très grand. Alors, décider d'avoir disposé d'informations fiables, c'est ce que j'essaye depuis le début du Covid et surtout depuis octobre de faire, donc de m'informer, vous verrez avec qui je m'informe. Et depuis le début aussi, il y a des points d'interrogation qui doucement se lèvent, mais il y en a encore qui sont bien présents et on n'aura des réponses que dans les mois, voire années qui viennent. Alors, m'informer, c'est pas on dit que, mais c'est voir aussi qui dit que, et celui qui dit ça est-il fiable. Donc j'ai suivi des webinaires avec Michel Goldman et Jean-Michel Daunier, qui sont tous les deux professeurs, l'un à l'ULB, l'autre à Namur. J'ai eu beaucoup de contacts encore aujourd'hui avec Michel Moutchen, qui est prof d'infectiologie à Liège. Copiter, je l'ai une fois ou l'autre, là on est avec un épidémiologiste. J'ai regardé quand il y avait du nouveau la revue Prescrire, qui a l'avantage d'être une revue totalement indépendante, tant du gouvernement français, puisqu'une revue française, que de l'industrie pharmaceutique. Les abonnements sont donc très chers, puisqu'il n'y a aucune pub et qui dénonce tout ce qui est publicité. En Belgique, nous avons le CBIP, Centre belge d'information pharmacothérapeutique, et Minerva, qui en est une émanation, qui sont aussi des revues tout à fait indépendantes.
Alors, j'ai consulté le New England Journal. Oui. Martin. Oui. Le soir, la lire parce qu'il y a parfois des choses intéressantes et de voir un peu ce qui circule, mais je n'ai pas été sur les réseaux sociaux, je n'y vais jamais. Alors, le BIP, faculté de pharmacie Toulouse, Jean Gérin, infectiologue au Chirec, Dominique Paulus, qui fut notre première assistante il y a fort longtemps et qui a fait la santé publique en Angleterre, son mari, qui était général, lieutenant-colonel, mais qui a fait de la formation à l'armée, qui est un type extrêmement intéressant et rigoureux comme il se doit, un copain généraliste qui est passionné aussi par le Covid, et puis alors 2 généticiens, Isabelle Mestat et Damien Lederer. Voilà, un peu les sources et puis beaucoup de lectures, ça finit par faire de grosses fartes. Alors, je vais en préambule, avant de passer aux premières séries de questions, je vous mets directement en garde, méfiez-vous des fausses connaissances, c'est plus dangereux que l'ignorance, ce n'est pas nouveau, mais c'est peut-être encore bien plus vrai maintenant avec Facebook et autres trucs qui circulent, mais déjà en 98, dans la prestigieuse revue The Lancet, on incriminait le vaccin rougeole, rubéole, oreillon de peut-être provoquer l'autisme chez des enfants en bas âge. Et puis on s'est rendu compte que cette étude qui avait passé quand même les critères de contrôle pour être publiée dans le Lancet, c'était un trucage de son auteur, Wakefield. Et ça a été démenti évidemment par la revue. Bon, il y a eu des études postérieures qui ont montré que c'était tout à fait faux, mais périodiquement, les opposants au vaccin ressortent ce truc-là comme étant un des dangers des vaccinations en général ou des rougeoles, rubéole, oreillon. Alors, j'ai écouté le professeur Cavaillon lors des 100 ans, en décembre, 100 ans du prix Nobel de médecine à Jules Bordet, et il disait avec humour, nous avons eu en France 60 millions de spécialistes en hydroxychloroquine grâce aux médias. Et il disait aussi que les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement délétère en matière d'information. En matière de désinformation, ça, ils sont champions, mais en information, c'est une autre paire de manches. Alors, idem qui circule, pas nouveau, l'apparition de sclérose en plaques suite à des vaccinations contre le virus de l'hépatite B, ça a aussi circulé, ça a même bloqué la vaccination contre l'hépatite B en France pendant un certain temps. Ça n'a jamais été documenté malgré plusieurs études. Idem, l'inoculation de multiples vaccins considérés par certains comme un risque, ça ne repose sur aucun fondement scientifique. Ça, c'est tout frais, c'est Brian Moser qui travaille à l'ULB et c'est un bouquin qu'elle vient de sortir, mais bon, ces informations-là, on les connaît. Alors, pour stimuler l'esprit critique, je crois que c'est passé à la TV, 2 professeurs d'université, mais je ne sais plus de laquelle, ont donné un cours qui était rempli volontairement de fausses informations et de fausses conclusions. Et ils étaient assez sidérés qu'aucun étudiant, aucune étudiante n'ait émis la moindre question remettant leurs affirmations en question. Au cours suivant, ils ont démonté ça, mais ça pose question quant effectivement à l'esprit critique. Or, Dieu sait que pour aller, si on va sur Internet, faire la séparation entre ce qui risque d'être juste et ce qui ne l'est pas, c'est pas évident. Sur Facebook et les réseaux sociaux, je crois que c'est quasiment impossible. Je dirais, m'informer moi comme médecin dans un domaine qui est le mien, et que je suis sorti en 1966, donc j'ai quand même quelques années de bouteille et je me suis formé tout au long de mes études. C'est pas toujours évident. Alors forcément, pour quelqu'un dont c'est pas la profession, c'est mission impossible. Alors voilà, je démarre directement, mais pour aller dans le même sens, une question que j'ai reçue ce matin par Caroline, donc les rapports, la NSNA, le vaccin Pfizer qu'on va administrer aux jeunes font environ 600 morts directement liés au vaccin pour 12 millions de personnes ayant reçu au moins une dose. Cela revient à une probabilité de 0,05 de décès, de chance de risque de décéder, sans compter les risques à long moyen terme parfaitement inconnus au vu des statuts des études cliniques toujours en cours. Et alors, des choses aussi par rapport à Cienzano et les risques de nous tuer. Et en fait, je suis allé voir, j'ai simplement tapé ça puisque je n'avais pas vu cette information qui circule sur les réseaux sociaux. Et si vous allez sur le site, vous n'allez peut-être pas voir, mais vous aurez le lien. Vous voyez ceci, ou bien pas? Non, ça n'a pas fonctionné, le ça lien. n'a pas fonctionné. Donc, en fait, il y a un site sur le site de la RTB,
il y a un site, il y a une partie qui s'appelle Faki, et où on peut justement apprendre à débusquer les fake news. Et bon, c'est une fake news, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment une fake news qui n'a aucun lien. Je l'ai envoyé à mon copain, le professeur Mutchen, qui m'a gentiment répondu. Il a mis un article que vous pourrez aller voir là-dessus. Alors, au niveau de la mortalité, il dit on est un peu plus bas que ce qui est dit dans la phrase, mais il dit 1 à 2% des causes de mortalité chez les jeunes en 2020, c'est quand même le Covid. Je crois que dans une des phrases, c'est peut-être dans l'autre texte, il disait le risque est de 0 pour moi. Ça n'est pas vrai, quoi. Le risque est très faible, effectivement, chez les jeunes. Alors, il ajoutait, il y a par contre des notions qui sont tout à fait inexactes. Une mortalité cette fois supérieure à cause du vaccin, il n'y a rien du tout qui soutienne cette affirmation. La plus grande contre-vérité est de dire que le vaccin n'empêche pas la contamination. En fait, il est un frein très efficace au portage asymptomatique, donc être porteur du virus sans symptômes, à la transmission et donc à l'émergence des variants. Autre chose fausse, mutation Delta émergée à cause du vaccin, c'est-à-dire, c'était pas dans cette partie du texte-là, mais où il disait c'est à cause du vaccin Pfizer qu'on a l'apparition du variant Delta. Ben, c'est tout à fait faux. C'est arrivé dans un pays, l'Inde, où la vaccination était embryonnaire. Et alors, dire que Pfizer entraîne des myopathies et des thromboses, c'est également tout à fait faux. Les thromboses, sans doute que celui qui a écrit ça a confondu avec l'AstraZeneca, où on en reparlera. Il y a effectivement quelques cas de thrombose rarissimes et tout à fait particulières. Voilà, alors un tout petit rappel sur ce qu'est vacciner, et puis on passera aux questions-réponses. Donc, vacciner, c'est administrer une préparation antigénique, donc, qui va stimuler chez la personne vaccinée une réponse immunitaire. Donc, le système est mis en route pour se défendre et qui va être capable, en cas d'exposition ultérieure à un agent infectieux, d'éviter la survenue de la maladie ou en tout cas d'en atténuer les manifestations cliniques. Souvenez-vous, quand on a commencé à parler des vaccins contre le Covid, on a dit ce qu'on veut surtout, c'est éviter les formes graves, les décès. Secondairement, si ça marche, c'est d'éviter les hospitalisations, entre autres des personnes âgées, d'où le choix de vacciner en premier les personnes dans les maisons de repos et de soins, les personnes plus âgées, les personnes à risque, parce qu'on voyait bien que c'était chez elles qu'il y avait le plus d'hospitalisations et de décès. Alors, donc, un antigène, ça peut être un agent pathogène, un virus ou une bactérie dont on a diminué la pathogénicité, ça peut être un virus ou un inactivé ou une partie de celui-ci. Et alors, dans le cas, donc quand je mets en mauve, généralement, c'est que je parle du Covid, la quasi-totalité des vaccins ciblent la protéine de spicule, la fameuse protéine S, puisque c'est elle qui permet au virus d'entrer dans les cellules humaines pour l'infecter. Donc, tout se passe à ce niveau-là, que ce soit les vaccins ARN ou les autres. Alors, généralement, le contact avec un antigène donne une réponse immunitaire humorale, donc ça, c'est ce qu'on peut doser dans les prises de sang, une mesure d'anticorps, mais une réponse aussi cellulaire, les lymphocytes tueurs, cytotoxiques, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en évidence. On sait le faire, mais bon, ça coûte très cher et donc on ne sait pas faire ça pour tout le monde. Alors, but d'une vaccination en général, c'est d'une part de produire ces anticorps neutralisants qui vont bloquer l'entrée des virus, dans ce cas-ci, ça pourrait être une bactérie, pardon. Et puis, la deuxième chose, produire des lymphocytes tueurs, cytotoxiques, qui tuent les cellules infectées par les virus. Et il y a les deux, et en fait, quand on voit les pourcentages, entre autres, d'efficacité des vaccins, quand l'AstraZeneca est arrivé, les gens avaient vu que c'était 75%, alors qu'on a dit 95% pour le Pfizer, mais c'est sans tenir compte, c'est au niveau des études de départ, en fait, leur efficacité globale est quasiment la même, quoi. Et donc, les 4 vaccins qu'on a disponibles actuellement en Belgique agissent tous d'une part sur la production d'anticorps neutralisants et la production de lymphocytes tueurs. Je crois que j'ai à peu près fini. Oui, donc, vaccination classique, ça c'est le schéma le plus simple. On injecte, on a une réponse immunitaire qui ne monte pas au maximum et qui dure un certain temps. Et d'où la durée, d'où d'une part la nécessité, sauf peut-être pour le Johnson & Johnson, de faire une deuxième injection.
Quel est le but? Le but est de relancer l'immunité et de la relancer en intensité et en durée. Alors, faudra-t-il des injections par après? On n'en sait rien. On surveille simplement la diminution des anticorps au fil des mois chez un certain nombre de personnes. Voilà. Alors, les vaccins disponibles chez nous, donc il y en a environ 200 qui sont toujours actuellement en développement. Donc, certains sont en phase 3, qui est la troisième phase. Il y a 4 phases, en fait. Et puis alors, donc il y a le Pfizer, c'est le premier qui est arrivé, le Moderna. Alors, le CureVac, pour le moment, est en stand-by. On a dit non parce que l'efficacité est de moins de 50%, donc ce n'est pas suffisant. Il y a l'AstraZeneca Johnson & Johnson. Et puis alors, il y a une autre formule qui est le Sanofi GSK, peut-être fin 2021, mais on ne sait pas très bien où ils en sont. Et puis alors, Pasteur, qui faisait aussi un vaccin, a arrêté, en tout cas pour celui-là, il partait je pense, du virus de la rougeole, et puis ils se sont rendus compte que les résultats qu'ils avaient étaient insuffisants pour pouvoir continuer là-dessus. Donc actuellement, on est en Belgique, en tout cas, avec ceux-là. Voilà. Alors, je démarre avec la série de questions reçues. Donc, je vais répondre au fur et à mesure. Et après chaque question, on peut interrompre si ce n'est pas suffisamment clair. Je commence par celle-là. Le vaccin a été fabriqué tellement vite, est-ce que c'est fiable? Alors, effectivement, habituellement, on met plusieurs années, parfois 10 ans pour arriver à faire un vaccin. Il y a des vaccins comme celui contre le paludisme ou le VIH. Ça fait des années et des années qu'on essaye et on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a permis ça? Ou est-ce que secondairement, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est fiable? Alors, donc, il y a eu de gros progrès, entre autres, dans le domaine des ARN, ADN depuis 10 ans. Et en fait, il y a eu une épidémie début des années 2000 du SARS-CoV-1. Et les Chinois, déjà à ce moment-là, avaient le code génétique de ce virus qui est de la même famille que le SARS-CoV-2. Et ils l'ont partagé aux autres. Ils ne partagent pas tout, mais ça, ils l'ont partagé. Alors, idem la clé d'entrée, la fameuse protéine S du virus dans les cellules, aussi depuis 2003, donc ils l'avaient aussi, c'était partagé. Donc, ça a accéléré fortement déjà un certain nombre de choses. Et puis alors, pour les vaccins ARN messagers, entre autres, habituellement, on met des bactéries ou des virus ou des morceaux de ces bestioles-là en culture et puis seulement on injecte. Ça n'a pas été nécessaire, ce qui explique que ce soit les vaccins ARN messagers qui soient arrivés les premiers. D'autre part, habituellement, on fait la phase 1, les premiers essais cliniques, et puis s'il n'y a pas sur un petit nombre de sujets, de volontaires, puis si tout se passe bien, et qu'on fait des premières conclusions, on passe à la phase 2, idem, avec un nombre un peu plus grand de volontaires. Et puis, si tout se passe encore bien, on passe en phase 3. Ici, les 3 phases ont été superposées, démarrées en même temps, avec directement les résultats qui étaient disponibles pour les experts. Donc, c'est un gros gain de temps également. Alors, il ne faut pas s'en cacher, il y a des sommes énormes qui ont été injectées, tant par les gouvernements que par l'industrie pharmaceutique. Dans les questions, il y avait, ou dans les opposants, ils disent, oh, mais l'industrie, ils font ça pour faire du fric. Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, dire qu'ils ne font ça que pour faire du fric, c'est peut-être un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, chose extraordinaire, ce nombre de volontaires qui se sont portés volontaires, comme on l'indique, pour tester ces premiers vaccins. On était à des chiffres comme 40 000, on n'atteint jamais ça. Et les chercheurs ont cherché jour et nuit pour mettre ça au point. Alors, est-ce que ces vaccins sont sûrs? Ils ont passé, comme tous les médicaments en Europe et en Belgique, les critères indépendants. Donc, il y a d'une part l'Agence européenne du médicament qui ont veillé à ce que les critères donnés au départ soient respectés, ce qui explique que le CureVac actuellement ne soit pas accepté. Et alors, d'autre part, l'Agence fédérale des médicaments, donc c'est le second endroit où on contrôle, disait clairement qu'il n'est pas question d'autoriser un vaccin qui n'aurait pas passé toutes les procédures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première intervention?
On dirait que non, pour l'instant pas. On peut poursuivre. Ça peut revenir de toute façon. Donc, deuxième, comment fonctionne le vaccin ARN messager? Est-ce dangereux pour mon ADN? C'est une information qui traîne un peu partout, en tout cas en dehors des milieux bien informés. Alors, les deux techniques globalement de vaccin, il y a d'une part la technique classique qui est celle-ci. Ici, on est parti du virus de chimpanzé qui est inactif sur l'homme, et puis on y a mis la protéine spike, et c'est ça qu'on va injecter, et c'est ça qu'on veut en fait. Alors, si on utilise par contre l'ARN, on n'injecte pas directement, on injecte un ARN qui sera rapidement détruit, mais qui va permettre à nos cellules de fabriquer cette protéine spike qui est la clé en fait d'entrée du virus et qui permettra de bloquer l'entrée des virus. Alors directement, vous voyez le dessin, on injecte ici et on voit que ça vient dans le cytoplasme. Or, notre génome se trouve ici dans le noyau, donc on n'injecte pas de l'ARN dans le noyau, on n'injecte rien dans le noyau, et l'ARN n'est pas capable d'entrer dans le noyau, donc modifier notre génome et notre ADN, c'est impossible en fait. Alors voilà pourquoi, on le revoit ici en anglais, mais c'est exactement la même chose. Le RNA, ça en anglais, reste uniquement dans le cytoplasme, et dès que le processus de création de la protéine spike est en route avec les vaccins ARN, cet ARN est détruit. Et puisque le coup de feu, le coup de départ est donné, le coup de sifflet est donné. Donc, je ne veux pas tout lire ici, mais enfin, ils disent clairement l'un et l'autre qu'il n'y a aucun risque, ni par l'AstraZeneca, ni par les vaccins ARN, d'aller changer notre génome. Alors, il y a des recherches avec des vaccins ADN. Là, il faut peut-être être un peu plus prudent, bien que le risque soit faible, mais ça n'est pas le cas pour les vaccins contre le Covid. Donc, Michel, oui. il y a une question, enfin une demande de précision. Si tu veux revenir au schéma précédent, tu as dit qu'il était détruit, mais Oui. détruit par quoi, on demande? À lui-même, il est détruit par rien parce qu'il a une vie très courte et voilà quoi. Dès qu'il a joué son rôle, il est éliminé simplement, quoi. Ok. En fait, on a parlé, en fait, la seule crainte qu'on a au niveau des allergies avec les vaccins à ARN, c'est ça en fait. Pour qu'ils ne soient pas détruits avant d'arriver dans les cellules, on a dû l'envelopper de phospholipides. Et un de ces phospholipides, c'est le fameux PEC, polyéthylène glycol, les seules personnes à qui on n'injecte pas de vaccin ARN, c'est ceux chez qui il y aurait une allergie prouvée au PEC ou suspectée au PEC, quoi. Mais le PEC, c'est un truc banal, c'est ce qu'on trouve dans le Movicol, mais je dirais même si on ne supporte pas au niveau digestif le Movicol, ça n'est pas une allergie, quoi. Disons, il faut vraiment une allergie vraie, alors là, on n'injecterait pas en tout cas. Voilà, des questions par rapport à l'ARN. Dans les liens que je vous donnerai, il y a entre autres deux ou trois liens où on en parle. Il y a d'une part un médecin du travail qui a fait une vidéo pour répondre aux gens qui travaillaient avec lui, qui est très bien faite et qui parle beaucoup des ARN messagers. Il y a une toute petite vidéo que j'ai revue tout à l'heure qui dure 3 minutes, aussi tournant autour de l'ARN messager. Et il y en a une quatrième, le Grand Hôpital de Charleroi, et j'ai mis le lien, a fait des questions-réponses dans plusieurs domaines. Et Isabelle Mestat, donc, qui est généticienne, elle parle spécifiquement de l'ARN messager. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y en avait pas. Il y a quelques petites réactions dans le chat, mais c'est des précisions qui sont apportées. Merci. Quels sont les risques là? Il y a une question. Oui. Excusez-moi, vous parliez donc on n'allait pas administrer le vaccin avec ARN si on était allergique au PEC. Oui. Mais cette question, elle est posée quand on... Non, parce que, oui, on demande, en fait, on vous demande de remplir une petite fiche où il y a 5 questions. Êtes-vous enceinte? Si c'est une dame surtout. Êtes-vous allergique? Et là, mon travail de médecin superviseur, pratiquement 8 patients sur 10 qu'on m'envoie dès l'entrée, c'est parce qu'il a coché allergie.
on demande s'ils prennent des anticoagulants et la plupart du temps, c'est parce qu'ils prennent de l'aspirine qui n'est pas un anticoagulant. Mais les allergies, on pose la question, mais les allergies au PEC, c'est rarissime, vraiment. Je crois qu'il n'y a aucun médecin qui a jamais vu une allergie vraie au PEC, mais on sait que ça pourrait arriver de manière rarissime. Ok. Ah ben. Merci. Alors, quels sont les risques d'avoir des effets secondaires graves? Et puis, les effets secondaires, est-ce qu'il y a des différences par rapport aux vaccins habituels et entre les différents vaccins contre le Covid? Les Français disent la Covid, moi je crois que j'ai mis une fois là, une fois là pour contenter tout le monde. Alors, les effets secondaires, donc, j'ai déjà adapté ici au vaccin contre le Covid, mais ils sont quasiment tous les mêmes pour tous les vaccins, avec une fréquence différente. La douleur au point d'injection et un gonflement local, oui, c'est assez fréquent. Il semble que de manière générale, les effets secondaires de la deuxième injection de Pfizer soient plus importants que la première chez un certain nombre de personnes. La fatigue est très souvent présente, des maux de tête, de température, des douleurs musculaires ou articulaires. Donc, c'est vraiment comme une petite grippe qui démarre. Ça passe avec du paracétamol, donc d'Afalgan ou Panadol ou équivalent, et ça dure 2-3 jours, quoi, disons. Moi, j'ai eu l'AstraZeneca et j'ai eu mal au bras pendant 5 jours, mais mal, en plus, je n'ai pas pris de paracétamol pour ça, et je me sentais mollasson pendant 2 jours, donc j'ai pris 2 grammes de paracétamol en 2 jours, et puis ça allait très bien. Alors, petite remarque, j'ai vacciné le 25 juin une ancienne patiente que je connais contre le méningocoque C. Elle a 15 ans, elle est en pleine forme, elle pète la forme même. Et alors, ça a fait un peu mal, mais le jour même, ça allait, donc c'était vendredi. Et puis, j'ai eu son papa au téléphone le samedi. Elle me dit, elle est crevée, elle a mal à la tête, elle a de la fièvre à 38,7. Et bon, elle a passé sa journée au lit, je pense. Et puis le lendemain, donc hier dimanche, ça allait déjà un peu mieux, mais là, elle s'est levée vers midi, donc c'était pas brillant. Et aujourd'hui, ça va à peu près, mais elle reste fatiguée. Et nous sommes avec un autre vaccin, en fait. Donc, je dirais que tous les vaccins peuvent donner des réactions comme ça. Bon, j'avais vacciné son frère contre le Gardasil, donc le papillomavirus. Et lui, il n'a pas eu de réaction, et elle, à la première injection contre le papilloma, n'avait pas de réaction non plus. Donc, sans doute que le vaccin contre le méningo-C est plus réactogène, quoi. Mais bon, il y a aussi une question, Michel, oui. dans le chat. On a entendu dire que les réactions, les effets secondaires étaient parfois plus forts pour les plus jeunes. Oui, effectivement. Donc, je ne sais pas si c'est lié au Pfizer ou là. Je pense que c'est la jeunesse, mais c'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement. Et moi, je vois dans la maison médicale où j'ai travaillé jusqu'il y a quelques années, il y a deux des jeunes et c'est des accueillants qui ont été assez moches pendant 2-3 jours avec de grosses poussées de fièvre, quoi, disons. Et donc, ça peut être une petite grippe, comme j'ai mis, mais ça peut être un peu plus costaud que ça, mais bon, ça pas au point d'hospitaliser, quoi, disons, hein, ça, un peu de patience et de paracétamol et tout ça rentre dans l'ordre, quoi. Alors, ce qu'on redoute, nous, comme vaccinateur ou comme médecin ou comme infirmier, c'est les vraies réactions allergiques graves, c'est-à-dire ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Alors, dans les vaccins en général, on considère que ça arrive 1 fois sur 1 million de doses injectées. Pour le Pfizer, on est à 11 fois plus, donc on dit 11 cas sur 1 million avec le vaccin Pfizer. Alors, je travaille, moi, donc au centre de vaccination de Dampremy, où on a déjà vacciné certainement 150 000 personnes. On n'a rien eu jusque maintenant. Voilà, quoi, rien de grave, quoi, des petits machins, des réactions vagales, une douleur, des choses comme ça, mais rien d'important. Et je crois que j'en ai une autre. Ah oui, alors entre les différents vaccins, la grosse chose, c'est l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson, hein, c'est-à-dire ces fameuses thromboses avec une chute du taux de plaquettes, ce qui est tout à fait, a priori, c'est tout à fait paradoxal, parce que si les plaquettes baissent, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une thrombose. C'est une forme de maladie thrombotique tout à fait inhabituelle
mais qui est connu en fait. On l'a parfois avec les injections des héparines qu'on utilise à tire-larigot en post-opératoire, et là c'est estimé à un cas sur 100 000 en fait, hein, mais on n'en parle pas beaucoup, on n'en parlait pas maintenant, peut-être qu'on parlera un peu plus. Alors à combien est-on de cas suspectés de? On est à 80 cas pour 20 millions de doses injectées, donc le risque est très 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 faible, mais on s'est rendu compte que ça s'est produit surtout chez des personnes de moins de 41 ans, d'où la limite qui est arrivée en deuxième temps, pour les deux ici, et surtout chez des femmes. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les hormones? On ne sait pas trop, on cherche évidemment, hein, mais donc à partir de 41 ans, on continue à le donner. Alors, il faut quand même savoir aussi que si on fait un Covid grave, le risque de faire une thrombose est de l'ordre de 20%. Hein. Ce ne sera pas une thrombose comme celle-ci, elles sont tout à fait à part. Elles portent un nom que je n'ai pas retenu. Alors, le choc anaphylactique, donc c'est rarissime. On considère que le risque de mourir du Covid est 1600 fois plus élevé que de faire un choc anaphylactique. Hein, donc j'en ai parlé, allergie au PEC vraisemblablement. On surveille les gens pendant un quart d'heure et parfois 30 minutes si on a un doute, parce que si une réaction de type anaphylactique se produit, c'est généralement dans les 15 minutes. Et c'est ce que je dis aux gens qui me disent « ouais, je ne peux pas, je vais partir tout de suite ». Je dis « non, écoutez, je préfère s'il y avait un problème que vous soyez dans l'enceinte ici que dans votre voiture, dans le tram ou dans la rue ». Et bon, on injecte de l'adrénaline et de la cortisone et tout ça rentre dans l'ordre. Voilà, alors j'ai fait un petit calcul, donc j'ai travaillé dans une maison médicale que j'avais fondée avec des amis en 1978. On était finalement 8 médecins généralistes, donc ça représente environ 200 années de pratique de médecine générale. En admettant que chaque patient voit 80 patients par semaine, ce qui est une moyenne habituelle, on est à 4000 par an, 8 médecins, 200 années, donc on a vu environ 800 000 patients depuis 1978 et nous n'avons jamais eu aucune réaction grave après vaccination. Hein, je vous disais au début, on est à 1 sur 1 million pour les vaccins habituels. On est dans les statistiques en tout cas. Genre de choses, je dirais, on a eu une fois la blague et c'était au niveau familial, une de nos amies qui est allergique aux piqûres d'hyménoptères, donc guêpes, etc., qui commençait un choc et on lui a injecté de l'adrénaline et tout est rentré dans l'ordre, quoi. Voilà, alors à propos de complications, ceci est quand même intéressant aussi. Donc je parle ici des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole parce qu'on n'a pas encore ce genre d'études, mais on a pu comparer les risques liés à l'infection par une de ces 3 maladies et les risques liés au vaccin. Et donc on voit que une otite se présente quand on fait une de ces 3 infections-là 7 à 9% des fois, une pneumonie à 6%, une diarrhée 6%, une panencéphalite qui n'est pas banale 1 fois sur 100 000, 0 cas après vaccin. Une encéphalite encéphalomyélite, encéphalite post-infectieuse, 1,5 à 1 pour 1000, 1 pour 1 million dans le cas du vaccin. Une perte de thrombocytopénie, donc perte de diminution de plaquettes, le risque existe, mais on n'a pas su le quantifier. On est à 1 sur 30 000 pour le vaccin. Et le décès, 0 après vaccin et 0,1 à 1 pour 1000 après maladie. Voilà, et alors je crois que c'est la dernière dans cette série ici. C'est une étude fort intéressante. On a injecté à 1 million de jeunes hommes et de jeunes femmes volontaires. On a injecté rien du tout. On a injecté un placebo. Et puis on les a suivis, donc du sérum physiologique vraisemblablement. Et on les a suivis pendant le jour même, 1 semaine après et 6 semaines après. Et qu'est-ce qu'on a vu? De manière nouvelle, le jour de l'injection, pour 1 million, on avait 27 crises d'asthme qui n'étaient pas connues, ce n'étaient pas des gens qui étaient asthmatiques. On a eu 15 cas d'allergie, on a eu 2 syndromes inflammatoires, 4 cas de diabète, une thyroïdite, un lupus et pas de sclérose multilatérale. Et puis 1 semaine après, ça a sextuplé, parfois pour même plus, pardon. Et donc tout ça a augmenté. Et 6 semaines après, on est à des chiffres impressionnants. Après
en ayant reçu une injection de placebo, hein, pour dire qu'avant de dire « Ah, il est mort, là, comme on a fait à un moment au Danemark, hein, il y a eu autant de morts et ils avaient été vaccinés par le Pfizer », mais le médecin qui s'occupait des maisons de repos au Danemark a dit « Mais on est en ce nombre de morts, je crois qu'il y en avait eu 18 sur un mois ». Mais il dit on s'attendait à beaucoup par semaine, on s'attendait à un nombre nettement supérieur de décès dans les maisons de repos. Donc, avant de dire c'est à cause du vaccin ou c'est à cause du médicament, il faut documenter ça. Et c'est tout le problème, c'est de la recherche du cause à effet entre ce qu'on a injecté ou ce qu'on a avalé et ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est ce que je dis ici, quoi. Être certain qu'un symptôme apparu dans le décours d'un traitement par antibiotique ou un vaccin est en lien direct et éventuellement une réaction allergique demande une recherche approfondie. Comme médecin généraliste, et je pense que tous les médecins généralistes ont la même expérience, nous avons tous des patients qui sont étiquetés allergiques à la pénicilline. Très embêtant parce que c'est l'antibiotique de premier choix quand il faut en mettre un en premier choix en médecine générale. Et puis, on a tous eu la surprise de voir 10, 15, 20 ans après cette soi-disant allergie, revoir revenir des gens de l'hôpital qui avaient été hospitalisés pour une pneumonie ou un truc comme ça et qui avaient de la pénicilline qu'ils supportaient allègrement, quoi. Et je vois ça à chaque fois que je vais au centre de vaccination, quand on a coché allergie, je dis à quoi? Ou bien c'est à l'iode, ce qui est souvent juste parce que ça se passe à l'hôpital, ou bien c'est à la pénicilline, et il y en a, je pense, très peu qui sont effectivement documentés. Heureusement, il n'y a aucun lien entre l'allergie à la pénicilline et les différents vaccins qu'on injecte, sinon il y en a pas mal qu'on devrait renvoyer au laboratoire. Voilà. Juste une petite question, le PEC n'a rien à voir avec la pénicilline? Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, il y a d'autres questions, hein, encore. Il y a Marie, je vais passer la parole à Marie, puis à Florence et Jean. Je ne sais pas si c'était Jean qui venait de prendre la parole. Donc, Marie. Oui, voilà. Oui, vous m'entendez, hein, je pense. Oui. Non, c'est parce que, voilà, bon, alors c'est un peu l'avocat du diable que je fais, mais comme ça, on est bien, bien clair par rapport aux informations, parce que vous avez montré un argument assez séduisant, c'est de montrer le risque de personnes qui ont eu une thrombose suite au vaccin, le pourcentage en fait, par rapport au pourcentage de personnes qui ont eu une thrombose parce qu'elles avaient eu le Covid. Et là, c'était 20% de mémoire. Mais en fait, il faut quand même, à mon avis, multiplier ces 20% par le facteur de risque d'attraper le Covid, en tout cas dans ses formes les plus sévères, qui est en plus très faible d'après nous, enfin d'après ce qu'on sait chez les jeunes. Donc, ces 20% en tant que tel, on ne sait pas en faire grand-chose. Il faut se dire quel pourcentage de la population, surtout chez les jeunes, ont un risque d'attraper le Covid. Parce que par contre, le vaccin, on sait que tout le monde se fait vacciner, quoi. Enfin, oui, tout à fait, c'est exact. Oui, c'est une information que je donnais aux personnes plus âgées qui étaient... mais c'est tout à fait exact, effectivement, il faudrait moduler. Mais je n'ai pas... J'ai essayé d'avoir des statistiques suite à une question, mais je n'ai pas réussi à en trouver. J'ai réussi à en trouver une qui était celle que Michel Mouchen disait être tout à fait fausse dans les infos, mais il y a des chiffres que je n'ai pas, des chiffres de décès, des chiffres de pourcentage que je n'ai pas, quoi. Donc, c'est exact, hein, mais voilà. Mais oui, non, mais sinon, merci beaucoup pour la présentation. Hein, voilà, c'était quand même très éclairant. Voilà. Il y a Florence qui avait posé une question sur les risques à long terme. Florence? Oui, ça, c'était savoir quels éventuellement pourraient être les risques à long terme. Parce que les risques à court terme, on les connaît. Effectivement, ils sont très peu nombreux, mais avec le manque de recul sur les tests sur les vaccins, c'est exclu dans 2, 3, 4, 5 ans, en fait, d'effets qui pourraient arriver plus tard. Oui, mais effectivement, je pense j'ai dit au départ qu'il y avait des points d'interrogation. On peut pas, il y a des points d'interrogation sur le futur. On sait que la plupart des effets secondaires, surtout une fois qu'on commence à faire une vaccination de masse, on les détecte dans les 2 mois après une fois qu'on a passé la phase 3 et qu'on vaccine à gogo. Mais bon, on ne peut pas exclure qu'il y ait des choses qui apparaissent. J'ai connu ça avec des médicaments, où au fond, on les a utilisés
très longtemps, et puis depuis très longtemps, et puis on a eu des suspicions. À quoi penser? Ben, il y avait entre autres un anticoagulant qu'on n'utilisait pas beaucoup en Belgique, mais que les Français utilisaient à gogo, qui était, je crois, le Marcumar. Et puis on s'est rendu compte que ça pouvait donner de manière extrêmement rare, c'était de l'ordre d'une fois sur 100 000, une anémie aplastique, qui est une condamnation à mort. En tout cas, ça l'était, et on a retiré le produit. En tout cas, en Belgique, nous, on ne prescrivait déjà pas beaucoup, et on ne le prescrit plus. Et des choses comme ça... Quoi d'autre? La Novalgine, qu'on a utilisé à Tire-Larigot, qui était un excellent anti-inflammatoire. On s'est rendu compte aussi que ça pouvait donner, je ne sais plus si c'est anémie aplastique ou du même style, mais que ça pouvait aussi avoir des effets extrêmement délétères et peut-être irrémédiables sur la moelle osseuse. Donc on a dit, n'utilisons plus la... Mais ça, il a fallu des années, quoi. Je dirais, c'est sûr, je pense que qu'on prenne un médicament, même bien étudié, ou qu'on prenne un vaccin, dire qu'il n'y a aucun risque et qu'on en est certain à 100%, c'est pas vrai, quoi. Il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, ça c'est tout à fait clair. Maintenant, quand on regarde avec du recul, dans les effets secondaires liés globalement aux médicaments et aux vaccins, c'est les vaccins où il y a le moins de problèmes finalement. C'est avec ça qu'on a le moins d'effets secondaires, parce que quand on regarde la pharmacovigilance, le nombre de gens qui sont hospitalisés à cause de prise de médicaments, et entre autres à cause de prise de multiples médicaments dont ils ne sont pas nécessairement responsables, on dit au-delà de 4 médicaments différents par jour, certains spécialistes disent on ne sait plus ce qu'on fait. Or, si vous allez voir dans la boîte à médicaments de vos parents ou de vos grands-parents, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas 4 médicaments, si ce n'est pas 6, 8 ou 10. Quoi. Et donc là, c'est des cocktails où on ne sait plus ce qu'on fait. En fait, ça paraît assez clair. Et donc, on se rend compte maintenant qu'il y a de plus en plus d'hospitalisations à cause d'une surutilisation de médicaments. Et ça nous pose problème comme généraliste aussi. Moi, je sais, les dernières années où je pratiquais, les gens qui revenaient de cardiologie, d'une hospitalisation, d'une consultation, ils étaient souvent avec 3 produits différents. Donc, je me disais, je ne peux plus prescrire grand-chose de différent, quoi, puisqu'on est déjà à 3, si pas à 4. Quoi. Michel, il y a Jean qui voulait poser une question, et puis Marie de nouveau. Oui. Jean? Il faut brancher votre micro. Je ne sais pas si Jean est toujours là et s'il a su mettre son micro. Sinon, il y avait Marie qui voulait de nouveau prendre la parole. Oui, oui. Oui, voilà. Mais c'est parce que, bon, c'est un peu en réfléchissant ensuite à ce que vous avez dit. Du coup, nous, on se demande, en fait, si les versions du Covid qui se propagent actuellement, donc comme la version Delta, est-ce que vraiment elle touche proportionnellement plus d'adolescents et quand je dis touche, c'est gravement. Et alors, voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on entend dire que ça touche plus les jeunes, mais, et que ce serait du coup une raison de les faire vacciner, mais est-ce que vous avez des informations sur, voilà, dans quelle mesure, pour faire simple, il y a plus de jeunes qui se retrouvent à l'hôpital avec ces versions qui vont prendre le dessus sur ce qu'on a connu jusqu'à présent? Oui, ça je n'ai pas entendu, mais qu'effectivement maintenant, puisque la population plus âgée commence à être bien vaccinée, il y a actuellement plus de jeunes et de jeunes adultes qui sont contaminés, et que l'agent Delta, un peu comme tous les mutants, est plus virulent. Ça ne veut pas dire qu'il soit plus dangereux. En fait, c'est en tout cas toujours ce qu'on a dit, mais visiblement, il prend le dessus tout doucement. Il est devenu dominant en Grande-Bretagne, où ils ont vacciné à gogo, mais ils ont sacrifié des deuxièmes doses pour vacciner en MAC et faire des premières doses. Et donc, on a des gens insuffisamment vaccinés. Donc, ça, c'est un risque d'une part. Mais je discutais avec Michel Mouchen et il disait qu'au fond,
pratiquement tous les vaccins, y compris contre l'agent Delta, sont efficaces pour autant qu'on ait une vaccination complète, c'est-à-dire 2 doses de tous les vaccins, sauf peut-être le Johnson & Johnson, mais les études pour le Johnson & Johnson ont été faites avec une seule injection, mais ils font déjà des recherches pour voir quand il faudra faire une deuxième. Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions, quoi. Mais tout comme Pfizer et les autres font des recherches pour voir s'il faudra faire une troisième, ce qui est vraisemblable, mais on ne sait pas quand. Et ce qui permettrait aussi éventuellement alors de modifier le troisième vaccin et de tenir compte des mutations. Mais même sans vaccin spécifiquement prévu en fonction des mutations, il y a déjà une efficacité non négligeable sur ces mutants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus il y a de vaccinés, moins le virus circule, d'où les fameux 70% auxquels on essaye d'arriver au minimum, mais 70% répartis de manière homogène sur la population, pas 70% des plus de 45 ans ou des plus de 50 ans et 10% de ceux qui sont en dessous. Ça, c'est pas un bon équilibre. Donc, plus le virus circule, ou plus il y a de vaccinés, moins le virus circule, et moins le virus circule, moins il mute en fait. Et c'est vraiment le but quand on dit il faut arriver à un minimum de 70% dans le cas du vaccin contre le Covid, ce serait un autre chiffre si on parlait du rougeole, rubéole, oreillon, où il faut 90% ou 95%. Ça, c'est une histoire de risque zéro, j'en parlerai tout à l'heure si vous voulez, mais c'est un peu la course contre la montre de la vaccination pour essayer de bloquer les mutations, en fait, via le blocage de la circulation du virus. On ne va pas tuer le virus, on ne va pas le faire disparaître en vaccinant, mais il arrive un moment quand le risque zéro est en dessous de 1, on en parle parfois aux infos, quand on est en dessous de 1, on contamine beaucoup moins de personnes, en fait. Le problème est là. Si on est à un risque de 3, chaque personne peut potentiellement contaminer 3 personnes, donc 1000 personnes, on va en contaminer 3000, les 3000 vont en contaminer 9000, etc. Merci Michel. Il y a Magdalena qui voulait aussi poser sa question, elle a levé la main. En fait, j'ai rendez-vous à 19h30 au kiné, donc en fait, j'avais une petite question. J'ai entendu dire que le vaccin rendait stérile, et c'était juste... Que le vaccin rendait stérile, non, il n'y a rien vraiment de sérieusement prouvé. Je crois, je ne sais pas si Michel en parlait, Michel Mouchen en parlait dans sa réponse, mais non, ça fait vraiment partie des fake news qui circulent. Non, il n'y a absolument rien. Au contraire, on a considéré assez rapidement que les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes qui étaient potentiellement enceintes ou qui souhaitaient être enceintes devaient recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna en priorité. Je n'ai pas compris. Moi non plus. Être rassuré, en fait. Voilà, avec ce qu'ils disent les gens. Oui, non, ça fait vraiment partie des trucs qui circulent sur Internet, et ça fait partie des fausses infos qui circulent à la vitesse VV'. Quoi. Oui. D'accord. Et est-ce que c'est possible de m'envoyer le récapitulatif de la séance par mail ou pas possible? Oui. Sans problème. Je n'arrive pas à écrire. Sur le chat, je n'ai pas écrit. Je ne comprends pas pourquoi, mais... Oui. Non, pas de problème. Est-ce que je peux vous donner mon adresse mail pour la copier ou... Si vous avez reçu le lien, vous avez reçu mes coordonnées et donc vous pouvez m'envoyer un mail avec la demande. D'accord, ça va, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Encore des questions? Il n'y a plus de questions. Jürgen, oui. Oui. Il faut activer votre micro. Sa question est dans le chat, je peux la lire. Certains scientifiques disent que les vaccins créent des variants. Est-ce que c'est une info ou une intox? C'est tout à fait faux. Non, on a dit ça, mais il y avait ça dans les questions d'un des jeunes en disant l'agent Delta, c'est le Pfizer qui a provoqué. Non, c'est tout à fait faux. Et donc, ça, j'avais interrogé le professeur Mouchen ce matin, qui est prof d'infectiologie à Liège, et qui dit non, en fait, l'agent Delta est apparu
en Inde parce qu'ils étaient traités. On était à un pourcentage de vaccination inférieur à 10%. Et donc, ce que je disais, quoi, le virus circulait beaucoup et donc les mutants se créent d'autant plus facilement, quoi. Non, non, c'est tout à fait faux. Ok, on peut poursuivre. Ok, donc je suis en bonne santé. Le vaccin risque-t-il de me fragiliser, de provoquer des Covid? J'ai confiance en mon corps, il va s'immuniser tout seul. Alors, risque de me fragiliser, ben, il y a les effets secondaires que je vous ai décrits, comme une petite grippe ou parfois comme une grippe moyenne, mais ça ne va pas plus loin, mis à part les doutes au niveau de ces fameuses thromboses. Sinon, on n'a vraiment pas grand-chose. J'ai relu un peu la littérature ce matin par rapport au Pfizer, entre autres, et il n'y a vraiment pas grand-chose de décrit comme inquiétant. Alors, la fragilisation de nos défenses, les anti-vaccins et celles qui prônent une approche plus naturelle de la santé, qui disent ça. Mais il n'y a aucune preuve scientifique qui ait jamais été fournie concernant ces croyances. Donc, on est dans le domaine des croyances, mais il n'y a aucune preuve. Alors, voilà, je n'ai pas d'autres intérêt. Ah oui, immunité collective. Je l'ai mis plus loin, peut-être. Oui, j'ai confiance en mon corps. Oui, oui, on peut en dire un mot ici. Donc, c'est ça, oui, je vais m'immuniser tout seul. C'était le point de départ aux Pays-Bas, dans un pays du nord de l'Europe et en Grande-Bretagne, où ils ont dit on va pas faire de distanciation, on va pas faire tout ce bazar de distancer les gens, on va laisser le virus circuler et les gens vont s'immuniser comme ça. Mais ils se sont très vite rendus compte que ce n'était pas une épidémie banale, mais que c'était vraiment une pandémie. Et ils ont arrêté ce truc parce qu'ils se rendaient compte que ça flambait de manière tout à fait foudroyante. Alors je pense qu'un peu plus loin, je parle, ça fait partie des points d'interrogation au niveau des jeunes. Certains disent, je dirais par exemple un chiffre un peu au hasard, les plus de 40 ans sont bien vaccinés, est-ce qu'on ne pourrait pas dire les jeunes laissons circuler et ils vont s'immuniser et ils auront une immunité déjà avec une mémoire immunitaire? C'est un point de vue. L'autre point de vue, c'est le risque effectivement de ne pas bloquer assez vite la circulation du virus et donc de continuer à avoir des mutations. Voilà, mais ce n'est pas tranché, ça fait partie des questions en suspens, quoi. Mais donc l'immunisation seule, en fait, seule, donc ici, et j'ai la référence, je crois que j'ai mis la référence sur l'autre dia, donc c'est Madame Moser qui est chercheuse à l'ULB, qui disait dans les pandémies, on n'a jamais su s'en sortir rien que par laissons agir et les gens vont s'immuniser. Ça n'a jamais marché. Il n'y a que le vaccin qui a permis de faire ça. Maintenant, si vous avez une dose de vaccin et que vous êtes en contact quand même avec le virus, ça va agir un peu comme une deuxième injection. Ça va relancer votre système immunitaire. Bon, on connaît ça très bien pour d'autres maladies, par exemple le tétanos. On a des gens qui arrivent chez nous qui sont des pensionnés, qui se remettent à travailler au jardin, et puis quand ils se blessent, et contrairement à ce qu'on a cru dans le temps, il ne faut pas une grosse blessure pour être potentiellement infecté par le bacille du tétanos. Et donc on leur demande, bon, vous savez, quand vous avez eu votre dernier vaccin, généralement ils lèvent les bras au ciel en disant, vous savez, il y a longtemps. Bon, on va les revacciner, on va refaire une dose ou deux éventuellement, mais en fait le risque quand même reste fait, parce que s'ils ont été vaccinés complètement quand ils étaient jeunes, adolescents, admettons qu'ils aient eu leur rappel jusqu'à l'âge de 16 ans, le système immunitaire est là, et donc il y a de fortes chances que même, on ne prendra pas le risque, mais que même si on ne les revaccinait pas, leur système immunitaire va quand même lutter contre le bacille du tétanos, quoi. Et donc cette immunité collective, effectivement, est quelque chose de tout à fait réel, quoi. Michel, il y a encore une réflexion de Jürgen. Je voudrais vraiment qu'il puisse activer son micro. Ok.
qu'il le remette sur le chat. Oui. Sur le chat, certains scientifiques disent que les vaccins créent des variants. Mais ça, on a déjà dit, excusez-moi. Les médias ont censuré tout ce qui mentionnait l'hypothèse du lab leak à Wuhan comme origine du Covid. Sachant qu'ils se sont récemment rétractés et ont à nouveau autorisé la mention de cette hypothèse sur les réseaux, peut-on raisonnablement continuer de discréditer les informations qui seraient collectées sur les dits réseaux? Je ne sais pas dire. Ce qui est frappant, c'est que les experts qui ont pu entrer en Chine n'ont pas pu faire ce qu'ils auraient voulu faire, quoi. Et je disais tout à l'heure au début que les Chinois nous avaient donné le génome du virus, nous l'avaient partagé au monde entier. Mais bon, moi je travaille beaucoup pour Amnesty International et bon, entre autres, le nombre d'exécutions de prisonniers, d'exécutions de peines de mort qui sont appliquées en Chine, on sait que c'est énorme, mais on n'a pas de chiffres. Depuis 2 ans, Amnesty Belgique ose avancer un chiffre qui est au-dessus de plus de 1000 par an, peut-être plus de 2000, ce qui est plus que les 4 pays suivants, l'Iran, l'Irak et 2 autres, je ne sais plus de mémoire. Mais voilà, on sait qu'ils cachent énormément de choses. Bon, on voit, regardez ce qui se passe avec les Ouïghours. Quand on les attaque là-dessus, ils disent non, c'est des mensonges. Donc, on ne peut pas exclure, mais on n'a pas de preuves non plus. Mais une explosion dans un labo, Dieu sait quoi, ce n'est pas impossible, même si c'est hautement surveillé et que c'est des laboratoires qui fonctionnent sur une surveillance énorme. Alors, de là à dire c'est volontaire pour imposer je ne sais quoi, on peut faire l'hypothèse, mais on n'a aucune preuve, on n'a aucune preuve du contraire non plus, puisqu'ils n'ont pas laissé regarder comme on aurait voulu. Merci. Et il y a Florence aussi qui se dit, concernant les variants, n'est-il pas plus intéressant de donner des doses aux pays qui ont des taux de vaccination très faibles plutôt que de vacciner les jeunes dans des pays à haut taux de vaccination? Ça, c'est vraiment un problème moral important, c'est certain, quand on voit... Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Alors, ça fait un peu rire quand on dit on va donner X millions de doses pour les pays où ils sont plus à risque, où ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que c'est qu'X millions de doses, Je crois que ça, on n'a pas compté, même si c'est 1 milliard, je me demande si on n'a pas parlé d'1 milliard de doses, mais par rapport à notre population mondiale, ceux qui ne sont pas dans des pays développés, on est nettement au-delà, et il faut 2 doses, donc c'est des gouttes d'eau. Mais c'est clair que c'est un problème vraiment moral, ça c'est clair. Ok. Merci Michel. Si vous avez de l'énergie pour vous battre en politique internationale, allez-y. C'est sûr que c'est à ce niveau-là que ça doit bouger, mais bon, faire bouger ce genre de choses, je pense, c'est extrêmement difficile. Quand on voit déjà, je reviens à Amnesty, la difficulté qu'on a à faire sortir de prison ou à ne pas laisser décapiter ou quelqu'un où on est certain qu'il n'a pas eu un procès valable, c'est la croix et la bannière. Olivier? Oui, je vous suis et je suis interpellé quand même parce que ce n'est pas nécessairement une question de politique internationale. La Belgique peut décider de donner des doses qu'elle destine à des 15-17 ans, de les donner à des pays qui ne vaccinent pas. Oui, mais le tout est d'avoir... La Belgique l'a déjà fait d'ailleurs avec des vaccins qu'elle avait retirés. Oui, elle a même fait la publicité. Ah, regardez, nous sommes gentils. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences là dans la politique menée par notre gouvernement. Tout à fait. On a l'impression que c'est un peu cocorico. Regardez, on n'oublie pas les pays émergents ou les pays les plus pauvres, mais bon, ce sont des gouttes d'eau. Je pense que il n'y a qu'une politique mondiale qui permettrait d'eux. Mais bon, ça suppose que en tout cas, les plus, entre guillemets, les plus fortunés de ce monde, les pays les plus fortunés, les États-Unis, etc., aillent dans le même sens, autrement, ça reste des gouttes d'eau. Mais par contre, si je peux me permettre d'intervenir de manière spontanée, il y a la question morale, et là je vous suis tout à fait, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'immunité collective, puisque ça s'applique au niveau de la Belgique, mais je ne vois pas pourquoi on n'a pas des frontières qui sont si imperméables que ça.
Tout à fait, je l'ai dit au début, 70% en Belgique idéalement, mais 70% dans toute l'Europe, 70% dans le monde entier, et tant qu'on n'arrivera pas à peu près à ce pourcentage-là, je dirais, moi, je ne voyagerai pas en Afrique pour le moment, ni sûrement pas en Inde, ni dans un tas de pays qui sont d'ailleurs encore à l'index si on regarde ce que la Belgique dit de ne pas aller. Mais ça, combien de temps ça va durer, je n'en sais rien, quoi. C'est sûr que on est loin de là, et même des pays où moi j'ai travaillé en Afrique, je me disais ça va être la catastrophe quand l'épidémie a commencé ou la pandémie a commencé. Étonnamment, jusqu'ici, c'est pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais ce n'était pas, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus catastrophique et d'autres également. Peut-être parce qu'ils ont déjà été en contact avec le SARS-CoV-1. C'est une des hypothèses, ou peut-être groupe sanguin, ou Dieu sait, il peut y avoir des immunisations ou des faits qui soient moins sensibles à, mais pour le moment, ne fût-ce que dans les pays d'Afrique, on voit que c'est en train de flamber, en tout cas dans certains pays, donc ce n'est pas fini, ça c'est tout à fait clair. Encore une réaction? Si je peux me permettre, la question pour moi, c'est vraiment, bon, voilà, mon fils a 16 ans, est-ce que je le vaccine, oui ou non? Okay, donc ça, c'est vraiment la seule question, vraiment, et je comprends toutes les autres questions, hein, c'est pas, je pense qu'effectivement, vacciner les pays émergents, ça a beaucoup de sens, comme ça aurait fait beaucoup de sens de vacciner les profs dès le début de la pandémie, en même temps que les médecins, ou en tout cas juste après. Mais la question maintenant, c'est pour mon fils. Donc mon fils, il a 16 ans. La probabilité qu'il soit malade du Covid est assez faible. La probabilité qu'il soit malade d'un vaccin, je reconnais, est assez faible aussi. Mais il y a quand même une question sur qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10 ans, etc. Est-ce qu'on ne va pas trouver, surtout que c'est quand même des vaccins relativement récents, de concept, de conception, etc. Et finalement, il se fait vacciner pour avoir pour finalement le bien commun. Autrement dit, pour des gens adultes qui refusent de se faire vacciner. Donc, est-ce que la balance entre je prends des risques pour mon enfant, pour le bien collectif de gens qui ne veulent pas prendre de risques pour eux-mêmes, a du sens? Et donc, pour moi, c'est vraiment une grosse question. Il y a 6 mois, j'aurais dit oui, bien sûr, on fait le vaccin. Je vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas être vaccinés alors que c'est eux qui sont à risque. Eh bien, honnêtement, je ne vois pas pourquoi je demanderais à mon fils de faire ce sacrifice, entre guillemets, pour le faire. Et bon, je ne suis pas du tout un anti-vaccin. Moi, j'ai non. Pour moi, la question, c'est quand même, elle est vraiment là, quoi. Oui, j'entends bien. Maintenant, je pense, et à voir un peu ce qui se passe dans les centres de vaccination, les personnes plus âgées, ça a quand même fortement diminué. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements contre, et entre autres avec l'AstraZeneca, quand on faisait de l'Astra, les gens disaient « Ah non, moi je ne veux pas ». En discutant avec eux, quand on leur explique un peu quel est le risque réel et qu'on remet les pendules à l'heure, je n'en ai pas vu beaucoup qui disaient non, je vais attendre un vaccin Pfizer pour me faire vacciner. Maintenant, j'en connais aussi qui sont farouchement contre. Quand je travaillais dans les maisons de repos, j'étais médecin coordinateur, j'essayais de stimuler les personnes âgées à faire le vaccin contre la grippe. J'avais 2 maisons avec une 60aine de résidents, j'en avais 1 ou 2 qui étaient des irréductibles, qui disaient non, il n'y a rien à faire, je ne veux pas, je ne le ferai pas, quoi. Ça, c'est leur liberté. Mais dire que les jeunes vont faut qu'ils se fassent vacciner parce qu'il y a une population importante, peut-être dans les 30-40, de 30-45, qui a des réticences importantes. Ça, c'est possible. Mais au-delà de ça, je pense pas. Je pense qu'ils ont passé ce cap-là. Mais la première partie de votre question m'a interpellé également, mais je ne sais plus par quoi vous avez commencé. C'était le risque par rapport aux bénéfices, quoi. Oui, c'est ça. Il est faible au niveau individuel. Je disais au début, bon, on a quand même 1 ou 2% de mortalité du Covid chez les jeunes en 2020, donc ce n'est pas 0, parce qu'un des jeunes mettait une question, je dirais crûment sa question en disant, pour moi, le risque de mourir du Covid est de 0, et bon, et il amplifiait un peu le risque de la vaccination. Non, le risque n'est pas nul, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins que nos personnes âgées qui sont dans des maisons de repos. Ça, c'est tout à fait évident. Oui, moi, je pense qu'au niveau vaccination,
des jeunes, ce qu'on se rend compte, c'est que pour le moment, c'est eux qui sont contaminés et contaminateurs, hein, et que donc ils peuvent entretenir quand même l'infection. Donc voilà, mais qu'il y a ce côté solidarité, je dirais un peu comme le code de la route, quoi. Hein. C'est pas parce que j'ai 73 ans et que je n'ai pas eu beaucoup d'accidents que je peux dire, bon, maintenant, moi, les ronds-points, j'entre dedans et puis garez-vous les gars, quoi. Hein. Je continue à respecter le code de la route parce que j'estime que c'est important pour les autres, quoi. Hein. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on peut pas. Le bénéfice individuel est moindre, est nettement moindre que le bénéfice collectif, quoi, que c'est clair. Mais en même temps, le risque du vaccin de Pfizer, qui est celui qui l'aurait, hein, ou du Moderna, est très très faible puisqu'on n'a pas cette hantise, je dirais, qu'on a quand même avec l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson, quoi. Donc, je dirais, la Société scientifique de médecine générale, je lisais une de ses propositions qui discutait entre autres de vaccination des jeunes, disait à cause de cette circulation du virus, à cause du fait qu'actuellement ils sont contaminés, contaminateurs, eux disent oui, on penche plutôt pour dire oui, vaccinons effectivement les 16 ans, à partir de 16 ans. Mais bon, voilà quoi, ça reste toujours une décision individuelle. Voilà, mais objectivement avec un risque qui est minime, avec un risque, bon, les jeunes vont quand même circuler pas mal durant les vacances aussi, donc risquer de se faire recontaminer, donc de redevenir recontaminant, plus tous les ennuis de faire des PCR, etc. Moi, je dirais, si j'avais encore des enfants de cet âge-là, je le ferais effectivement. Je suis pas, quand je voyais ce que proposaient parfois les pédiatres comme vaccination en optimioche, je dis, il exagère, quoi. Il y a des fois, hein, il y a des trucs qu'on ne discute pas, mais il y a des trucs où moi, je dis, si les gens me demandaient mon avis, ce qui était rarement le cas dans ce domaine-là, des tout petits, puisque c'était le pédiatre qui avait ça en main, des vaccins pour lesquels j'aurais dit, moi, je ne suis pas convaincu qu'il faut le faire. Mais, voilà. Olivier? Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire en revenant un petit peu en venant plutôt sur l'application actuellement dans le cadre de la vaccination de la loi sur le droit des patients et Oui. sur le consentement éclairé. Je trouve qu'il y a extrêmement peu d'informations qui passent par les canaux traditionnels, c'est-à-dire les médecins traitants, et donc la vaccination est un acte médical par rapport auquel le patient, même s'il n'est pas encore malade, hein, mais le patient, normalement, devrait s'adresser à son médecin traitant pour savoir s'il peut ou s'il doit se faire vacciner. Oui. Son médecin traitant, connaissant sa situation médicale, est normalement la personne la plus à même de le conseiller. Et ce que je constate, c'est que ce que font nos autorités ne va pas du tout dans ce sens-là. Hein, dans une certaine mesure, on a l'impression qu'on décourage les gens de s'adresser à leur médecin et qu'en plus on met en place des choses qui donnent une impression très manipulatrice, comme par exemple les marathons de vaccination qui ont eu lieu à Soigny, à Bruxelles, à Ronquières, juste à côté de Nivelles ce week-end. Par là, on bypasse complètement le médecin traitant et l'information correcte du patient. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas de statistiques, mais ce que je vois encore un peu mes collègues, puisque je les ai aidés depuis que le Covid est là, mes anciens collègues plutôt, et d'autres, parce que entre autres Thomas Orban qu'on voyait beaucoup à la télévision, etc. Et donc j'ai quand même encore 10-15 généralistes avec qui je peux discuter. Ils étaient submergés de coups de téléphone de cet ordre-là en disant « Docteur, j'ai confiance en vous ». C'était de l'ordre de 80 coups de fil par jour auxquels il devait répondre, et parfois c'est pas dire oui, non, c'est, je dirais, argumenter un peu pour que les gens disant j'ai confiance en vous, donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est vrai que quand on voit les statistiques, quand on interroge les gens, ils disent
le généraliste, ils ont toujours confiance, en fait. Hein, ils perdent confiance dans un tas de gens, mais les médecins généralistes restent avec des 80-90% de positivité par rapport à la confiance que les gens leur portent. Maintenant, je pense que les généralistes aussi ont été complètement débordés. D'une part parce qu'il y avait des malades, parce qu'ils ne pouvaient plus, hein, ils devaient désinfecter entre chaque patient, etc. Ils devaient s'équiper s'ils allaient chez un patient, donc ça prenait un temps fou. Et donc, ils ont hein, je pense ils sont repassés, comme nous faisions dans le temps, à des 18 heures de travail par jour ou 16 heures de travail par jour. Ben bon, ils ne sont pas increvables non plus, quoi. Donc, c'est vrai que probablement l'information était insuffisante. Je vois quand même au niveau vaccin, mais c'est un peu tard, les gens qui se présentent au centre de vaccination, je travaille, on leur demande si on leur rappelle qu'il n'y a aucune obligation, et on leur demande s'ils ont quelques informations sur les vaccins, sur le risque éventuel, etc. Mais bon, c'est court, évidemment, puisque là, hein, actuellement, on en vaccine 3000 sur une journée, quoi. Donc, hein, c'est quand même du travail à la chaîne. Maintenant, moi, quand je travaille comme superviseur, j'ai vacciné au début, mais c'est très fatigant de vacciner, croyez-moi. 4 heures d'affilée, 80 personnes. Moi, j'étais épuisé déjà après 3 heures, donc j'ai dit je vais plutôt travailler comme médecin. Et donc, je reçois les gens, et donc une partie viennent parce qu'ils sont allergiques ou soi-disant allergiques hein, ou sous anticoagulants. Et l'autre partie, c'est simplement pour poser des questions en disant j'aimerais bien, je doute, j'ai peur, qu'en pensez-vous, quoi. Donc, on le fait, mais bon, c'est peut-être insuffisant, et quand on discute de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu assez de débats contradictoires ou de débats ouverts. Hein, bon, il y a le truc après le JT sur la première où on invite 2 personnes, mais enfin, c'est un peu mini-mini et ça n'est pas venu tout de suite. Et voilà, non, c'est sans doute effectivement insuffisant. L'information au grand public est insuffisante, et du coup, peut-être qu'en partie, à cause de ça, les fake news et la circulation sur les réseaux sociaux ont pris le dessus, quoi, et qu'il y en a une partie qui ne s'informe que comme ça, qui se désinforme comme ça. Ça devrait faire partie des bilans après, maintenant. Quel bilan feront-ils, hein, s'ils font un bilan comme notre ancienne ministre de la Santé qui a osé dire qu'elle était contente, que tout s'était très bien passé, donc qu'elle n'avait rien à se reprocher. Ben, je suis désolé, hein, mais nous, on avait beaucoup de choses à lui reprocher. Merci Michel. Il n'y a pas d'autres questions, on peut poursuivre. Oui, ben, l'immunité collective, je crois qu'il y a des choses que j'ai déjà évoquées. Donc, pas d'obligation, ça c'est très clair, il y a d'obligation pour personne. Hein. Bon, bénéfice individuel limité, on vient d'en parler. Et que la plupart des jeunes n'ont développé que des formes bénignes du Covid. Alors ça, c'est les 2 hypothèses dont je parlais déjà tout à l'heure. Hein, d'une part, population adultes et vaccinés suffisamment, on laisse circuler chez les jeunes et ils vont développer une infection primaire qui va les immuniser, en tout cas pour un temps. Ou alors les vacciner, diminuer la circulation du virus, diminuer les mutations, et donc atteindre plus rapidement une immunité collective qui alors va protéger toute la population, quoi. Hein, un des éléments, c'est dire, ben, je l'ai dit aussi, les jeunes se déplacent beaucoup et ont quand même des contacts intergénérationnels également, quoi. Donc voilà, mais voilà. Alors ça, c'est une dia assez intéressante. On a fait des projections, c'est de la statistique évidemment. Que se serait-il passé si on n'avait pas du tout vacciné et qu'on avait continué avec ce que disait au départ la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, hein, de dire laissons le virus circuler, on va s'immuniser. Ils ont estimé, en tout cas pour la Belgique, qu'on serait arrivé ou qu'on arriverait à 70 000 à 90 000 décès si on avait laissé faire comme ça sans passer par la vaccination. Hein, nous sommes à un gros 25 000, je crois, actuellement. Donc, bon, ce sont des modèles mathématiques, mais enfin, ils peuvent... Hein, il y a quand même... c'est peut-être 50 000, mais enfin, on aurait visiblement beaucoup plus de morts que ce qu'on a eu. Alors, immunité de groupe, bien que l'infection naturelle provoque généralement une mémoire immunitaire, une protection dans le temps, l'histoire, donc cette même dame Muriel Moser,
montrent qu'aucune immunité de masse n'a été induite sans vaccin quand on était vraiment face à une pandémie, ce qui est quand même extrêmement rarissime. Hein. Bon, moi, j'ai accepté, bon, ça fait 5 ans que je suis retraité, donc je ne comptais pas refaire de médecine comme je la fais maintenant. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, moi j'ai travaillé en Afrique du Nord et j'étais dans un des postes que j'ai occupé, je m'occupais essentiellement de la tuberculose et c'était pour une population de 120 000 habitants et ça m'occupait à temps plein. Hein, mais c'était 120 000 habitants, c'était pas 11 millions d'habitants. Voilà, donc et c'était quand même mieux cerné que ce fameux virus maintenant dont on ne savait pas grand-chose quand il est apparu, quoi. Alors, ah oui, ça c'est une autre question. Voilà, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais? Oui, carnet de vaccination, je n'ai pas. Enfin, s'il y a des questions, bon, je parlais du carnet. Bon, en fait, ce carnet comme tel n'existe plus, sauf pour la fièvre jaune, ces fameux carnets jaunes que vous recevez automatiquement quand vous allez vous faire vacciner contre la fièvre jaune. Rien n'empêche d'y faire ajouter les choses. Maintenant, on a le fameux machin sur Internet qui fonctionne. En tout cas, moi, j'ai même su l'installer sur mon vieux GSM. Enfin, c'est une vieille génération, mais il a quand même accepté que je le mette et ça fonctionne et j'arrive à avoir les codes barres pour prouver que je suis bien vacciné. Oui. Oui, on peut. De toute façon, votre médecin traitant, c'est sortir une carte de vaccination ou un papier de vaccination sans problème, quoi. Donc, voilà. Il y a des réactions dans le chat, Michel. Jürgen, pourquoi parler du tétanos et de la tuberculose? La létalité est-elle comparable? La tuberculose aujourd'hui, non, elle l'a été. Ça a été, si on remonte 2-3 générations avant nous, oui, ça a été catastrophique dans le temps, mais ça ne l'est plus actuellement. Le tétanos, dans nos pays, on a 2-3 cas de tétanos où c'est peut-être 10, mais je ne crois même pas en Belgique il y ait 10 cas de tétanos par an, mais c'est quand même 5% de décès. Mais bon, si vous allez en Afrique, le tétanos reste encore un fléau, même si ce n'est pas une pandémie, et puis ça ne se transmet pas d'homme à homme, je dirais. La tuberculose, on considère qu'un tuberculeux qui a une tuberculose pulmonaire va en contaminer 10, donc c'est quand même pas mal, quoi, mais bon, ici, on a des cas isolés. J'ai eu quelques patients tuberculeux en Belgique et j'ai travaillé dans un labo en Belgique où on me demandait entre autres de regarder les BK, les bacilles de coque au microscope. Je crois qu'en les 2 ou 3 années où j'ai travaillé en temps partiel là-bas, j'avais fait du labo en Algérie, je regardais la lame pendant 30 secondes et j'avais des BK. En Belgique, je crois que je n'en ai jamais vu un seul. Donc c'est comme ça, ne peut pas comparer, mais bon, il y a encore des épidémies qui existent dans nos pays. Il y a l'Ebola, il y a tout ce qu'on veut. On a eu l'hécatombe du sida jusqu'à ce qu'il y ait des traitements. L'hécatombe, en tout cas, dans les pays africains et autres, quoi. Il y a encore une main levée. Hélène? Oui, c'est moi. Je viens probablement avec une bête question, mais vous avez parlé donc si on avait laissé faire l'immunité et qu'on n'avait pas vacciné, donc il y a le modèle mathématique qui estime un taux de décès en Belgique de 70 à 90 000 personnes. Juste pour savoir le taux de mortalité en Belgique pour autres maladies, autres raisons, et le combien pour mettre ça un peu en relation? Attendez, je vais essayer de trouver une... Ah, je suis sorti de mon truc. Oui, je vais voir si j'ai le dessin plus loin, mais je ne suis pas sûr de l'avoir dans ce PowerPoint-ci. Ah oui, non, je ne l'ai pas. Ce que j'avais, c'était une courbe parce qu'on a dit la mortalité comme ce à quoi on s'attendait. Ce n'est pas vrai du tout, en fait. Il y a des courbes qui ont été établies et la mortalité liée au Covid, on a un pic tout à fait net lors de la première phase. On a un pic tout aussi net avec la deuxième, nettement au-dessus
des prévisions, quoi. Donc, maintenant, vous donnez ça en pourcentage, je ne sais pas, mais il y a 2 pics de mortalité et un troisième plus petit avec la troisième phase, quoi. Et ces données seraient disponibles quelque part? Oui, sur Sciensano, ben, je peux l'ajouter dans les DIA ici, parce que j'ai 36 PowerPoint différents et je ne l'ai pas mis ici comme on pensait faire plus du spontané, questions-réponses, donc je suis parti des questions posées simplement, comme je peux l'ajouter. Oui, éventuellement, si ces données étaient Oui. disponibles. Oui. Ce n'est pas compliqué. Merci. Michel, je ne sais pas où on en est dans la présentation PowerPoint ou Oui. si on est maintenant dans des questions des participants qui n'auraient pas encore été posées. On peut faire ça. C'était une question de ce matin, mais je l'ai déjà évoqué. C'était quelqu'un qui disait le risque zéro pour moi. Est-ce que le docteur Jeas, si je meurs ou si j'ai une maladie grave, est d'accord d'hypothéquer sa maison pour payer les frais de justice, etc. Ben, d'une part, il y a 2 choses. C'est ça que j'ai sonné un ami qui travaillait à l'ordre des médecins. Ben, il y a d'une part la responsabilité professionnelle individuelle qui couvre nos erreurs éventuelles, mais bon, avoir un accident lié à un médicament, ce n'est normalement pas une erreur, sauf si on injecte quelque chose à quelqu'un qui nous a dit qu'il était allergique, quoi. Là, oui, ça c'est une erreur du soignant, mais sinon, ça vient de la responsabilité de l'industrie pharmaceutique et de nos gouvernants, hein, s'il y avait un problème comme ça. Infertilité, bon, j'ai dit, il n'y a rien de prouvé. Ben, si c'était le cas, le problème, s'il y a des effets secondaires, donc on dit de déclarer tous les effets secondaires, même minimes, hein, il y a un registre, je ne sais plus à combien on en est de déclaration d'effets secondaires, j'ai vu le chiffre aujourd'hui, on est à 19 015 effets secondaires qui ont été déclarés en Belgique. Dans ces 19 015, il y en a 163 qui concernent un décès. Et après les études, et c'est ça qui est compliqué, quoi. Il faut effectivement peser le pour et le contre, voir tous les tenants et aboutissants. On est actuellement à 4 décès où on se dit il est possible que ce soit lié à la vaccination contre le Covid, quoi. Mais ça reste évidemment avec des possibilités ou des probabilités, quoi. Mais c'est très compliqué. Et donc, si quelqu'un présentait une infertilité et que dit mais c'est peut-être le vaccin qu'on m'a fait il y a 5 ans, il faudra le prouver, et ça c'est une autre paire de manches, effectivement, sauf si, hein, et c'est ce qui se passe parfois quand il y a des effets secondaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Mediator en France qui a fait un procès énorme. Ce Mediator, au départ, était un médicament qu'on utilisait contre le diabète, et puis, hein, pour faire un peu de sous en plus, la firme l'a aussi proposé comme coupe-faim. Et puis, il y a eu des choses suspectes, et c'est une pneumologue qui a eu la puce à l'oreille, je ne sais plus comment, par rapport à un patient qui présentait des symptômes, je crois, cardiopulmonaires, et qui s'est dit, c'est quand même bizarre, c'est pas le premier qui présente ça. Et elle a creusé, et c'est elle qui a sonné l'alarme, hein, et puis c'est prescrit cette revue dont je parlais qui a pris ça en relais, et ça s'est terminé par un procès retentissant contre Servier, où on estime qu'il y a eu 2000 morts liés au Mediator, et ils ont été lourdement condamnés finalement, hein. Mais bon, c'est des choses très longues, évidemment, il faut prouver ce qu'on suspecte. Il ne suffit pas de dire j'ai fait des boutons après qu'on m'ait donné cet antibiotique, donc je suis allergique. Ça, c'est un peu rapide, quand même. Alors, j'avais encore ça. Oui, mais mes potes m'ont montré les statistiques officielles. D'où viennent ces statistiques officielles, Michel, excuse-moi, moi je ne veux pas changer de conversation trop vite. Il y avait des réactions par rapport à la place, la position des États par rapport aux firmes pharmaceutiques. Jürgen, oui. Je demande à Jürgen d'exprimer son point de vue, et quelqu'un d'autre était en train d'écrire, à mon avis, à ce propos-là aussi. Jürgen? Oui, autant pour moi, vous m'entendez? Oui. Oui, donc en l'occurrence ici, je tenais à signaler, enfin je voulais également connaître votre opinion sur le fait que nos gouvernements, ici en Europe occidentale en tout cas, ont accepté de signer un contrat avec les différentes sociétés pharmaceutiques, contrat par lequel les sociétés pharmaceutiques
ne peuvent être attaqués en cas d'effets secondaires graves, relativement graves ou très graves. Donc, partant de là, oui, je voulais connaître votre opinion par rapport à ça. Ah, c'est assez ahurissant, mais évidemment, personne n'ignore que l'industrie est toute puissante et que, vu l'urgence, je suppose qu'ils n'ont pas su faire autrement. Enfin, je n'en sais rien, parce que parfois on a des choses qui se passent en dessous des tables ou derrière nous, dont on n'est pas conscient, et je pense que ce n'est pas exceptionnel. C'est pas normal, ça c'est clair, mais bon, on était dans une situation quand même potentiellement dramatique qui est en train de le devenir, donc l'urgence a fait qu'ils ont dit, bon, voilà quoi, si on les met avec, je présume que les firmes ont dit, bah, si vous nous imposez la responsabilité, le vaccin, on ne le vend pas, quoi, on ne l'aurait pas, quoi. Je pense que c'était quelque chose de très difficile. C'est vrai que c'est un côté choquant, effectivement, normalement. Maintenant, il faut voir ce qui est... C'est deux choses différentes. Hein. Je parlais de la firme Servier. Je n'ai peut-être pas dit, en fait, ils avaient fait des études et ils savaient qu'il y avait eu des effets secondaires qu'ils ont cachés. Hein. Et ça c'est impardonnable. Et ça n'a pas été pardonné, d'ailleurs. Maintenant que quelque chose se passe sur 1 million de cas, même quelque chose de dramatique, qu'on n'a pas vu parce qu'on a fait d'abord des études avec 40 000 patients et puis qu'on en a vacciné 500 000. Oui, ça on sait, hein, je disais tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est tout à fait clair, quoi. La seule façon d'être au risque zéro, c'est de ne prendre aucun médicament et de n'accepter aucun vaccin. Mais alors, ce sera le risque de mourir ou d'une pneumonie ou de mourir d'une pathologie que le vaccin aurait empêché d'attraper, quoi. Oui, est-ce qu'il n'est pas paradoxal que nos gouvernements décident de cette campagne de vaccination massive qui, si on nous dit aujourd'hui qu'elle n'est pas obligatoire, risque de le devenir dans un avenir plus ou moins proche. On nous dit maintenant que voilà, le risque zéro n'existe pas pour les vaccins. Donc, des vaccins qui ont obtenu une autorisation d'utilisation en urgence de la FDA aux États-Unis. Et cette autorisation d'utilisation en urgence ne peut être délivrée que lorsqu'il est prouvé qu'aucun traitement n'existe. On voit maintenant, on sait quelle campagne de discrédit ou de discrédit, voilà, je vais m'arrêter à discrédit, ont été faites sur l'ivermectine et l'hydroxychloroquine associées à attendez, que je retrouve le nom, à l'azithromycine. Avant que le professeur Raoult ait pu finir ses recherches, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu... on nous dit maintenant de prendre des risques par rapport à un vaccin, alors qu'il y a des traitements qui existent sans doute, auxquels on n'a pas donné leur chance, qui sont beaucoup moins chers, oui. qui n'aurait pas enrichi, comme vous le disiez, une industrie extrêmement puissante, qui elle-même a été condamnée à des centaines de millions, voire des milliards de dollars par le passé. Oui, je suis bien d'accord qu'ils sont pas, on ne peut pas leur donner une absolution comme ça. Maintenant, dire que bon, c'est vrai que Raoult, on ne sait pas ce qu'il a eu sur le crâne parce que c'est un éminent savant. Qui a trouvé entre autres des choses par rapport au chlamydia, qui est quand même un germe important. Donc on ne sait pas très bien, parce que c'est des études qu'il a avancées, et c'est un gars qui a évidemment un charisme assez particulier, se basait sur pas grand-chose, et sur peu de patients. Mais le produit qu'il proposait comme étant soi-disant anodin ne l'était pas.
Hein, on a eu des morts avec ces produits-là, donc, et ils ont été testés dans plusieurs hôpitaux belges, et puis ils en ont conclu que le rapport bénéfice-risque était négatif, et donc ils ont arrêté. Hein, idem, vous parliez d'ivermectine, il y a eu que des études, voilà encore une qui est sortie dans le JAMA le 4 mars 2021, même conclusion qu'on arrive à dire on a testé, on n'a pas testé massivement puisqu'il n'y a pas aucune preuve, mais ils ont testé. Et donc, on n'a pas jeté ça à la poubelle. Hein. La colchicine est soi-disant un médicament anodin. Ça tue des gens parce que ça provoque des troubles du rythme cardiaque. Alors c'est vrai qu'on l'utilise depuis longtemps, mais à des doses plus faibles. Et on utilise ça dans les crises de gouttes. On le déconseille actuellement. On dit de donner plutôt un anti-inflammatoire vu les effets secondaires de la colchicine. Hein, donc dire on a tout balayé, ce n'est pas vrai. Mais on n'a pas dit non plus, ah oui, ben, c'est Raoult qui le dit. Hein, c'est sûr, c'est un scientifique de haut vol, en avant, fonçons. Non, il n'avait pas de preuves, hein, et je pense qu'il n'y a rien à faire. Au 21e siècle, déjà à la fin du 20e, on ne peut pas dire on va accepter ce traitement parce qu'un grand savant a dit que, bon, le professeur Montagnier, tout prix Nobel qu'il a eu, raconte des couillonnades pour le moment, depuis le Covid, je crois aussi ou bien il a perdu quelques cellules neuronales, ou bien on ne sait pas quoi, mais il raconte des couillonnades. Et encore plus grave que ça, ce n'est pas dans le domaine de la thérapeutique, mais c'est dans le domaine des risques. Un gars comme Christian Velotte, qui est un généticien moléculaire, donc ce n'est pas le dernier venu. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo qui dure 50 minutes. Le début de la vidéo où il parle de l'ARN et de l'ADN, etc. J'ai rarement vu un exposé aussi clair et aussi bien fait. On voit le bonhomme en chemise ou en pull devant son feu ouvert, c'est extraordinaire. Et puis il commence à arriver des insinuations par rapport au risque d'introduction de l'ARN messager et d'aller perturber le génome. J'ai fait regarder cette vidéo que je trouvais intéressante mais interpellante par 2 généticiens que je connais et qui m'ont dit c'est faux, c'est tout à fait faux d'une part, et une des 2 généticiennes m'a ajouté un type avec les connaissances et le diplôme que ce bonhomme a, ne peut pas ignorer que ce qu'il raconte est faux. Hein, mais c'est vrai que c'est un militant français anti-OGM, etc., qui a l'air d'avoir confondu son militantisme anti-OGM et d'autres choses, et qui raconte vraiment des mensonges, ce qui est honteux, moi j'estime. Hein, qu'un kidam sur Facebook lâche des trucs du style il y a des morts etc. Mais bon, qu'un scientifique de ce vol ose dire des choses fausses, ça c'est énorme. Ça méritera un procès. Hein, donc l'ivermectine, oui, colchicine, ben voilà, encore une autre étude, 5 mars 2021. Donc actuellement, comme traitement, vraiment, il y a encore des choses à l'étude, hein, je ne les ai pas ici, je pense, mais il y a encore des produits autres que ceux dont on a beaucoup parlé qui sont à l'étude et qu'on teste, mais de manière scientifique, comme tous les médicaments et comme tous les vaccins. Et donc, peut-être qu'effectivement, il y a, je ne sais plus la molécule, il y en a une qui donne un certain espoir, mais donner un certain espoir et être reconnu comme ayant une efficacité et pas d'effets secondaires importants, ça demande quand même une étude bien sérieuse, quoi, hein. Donc, on en est là. Alors, qu'est-ce qui est prouvé actuellement? La cortisone chez les gens hospitalisés et pas en prévention, ça ne sert à rien. Hein, un patient qu'on voit à domicile dire on va lui donner de la cortisone, c'est plus négatif que positif, mais qu'un patient hospitalisé en service Covid peut être intubé ou en tout cas proche de l'aide, la cortisone a fait ses preuves et l'oxygène. C'est tout ce qu'on a actuellement, et le reste, c'est du nursing et prier en espérant que le patient réagisse bien. Ah ben voilà. Est-ce qu'on avait encore des questions dans la présentation, Michel? Il y avait celle-ci, mais bon, c'est vraiment, j'en viens d'en parler, quoi. Là, on est vraiment dans les fake news, quoi. Hein. Mes potes m'ont montré des statistiques officielles, etc. Hein, c'est tout à fait faux, quoi. Les thromboses, oui, c'est un modèle rarissime, et ce n'est pas avec le Pfizer. Décès, myopathie, non. Enfin, il y a peut-être 4 cas de décès, myopathie, on n'en parle pas, etc. Et c'est lui qui disait aussi la mutation Delta vient du Pfizer. Tout ça est complètement faux, quoi.
Alors, pour parler un peu des risques. Hein, On ne voit plus ta présentation, nous, hein, Michel. La présentation, attends. Alors, je vais me... Ici, ce que j'ai départagé. Voilà. OK. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ben oui, donc, oui, j'avais montré qu'il y avait des recherches sur l'ivermectine, l'histoire de Christian Vélotte et du généticien. Et puis, non, moi, dans les questions, alors je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui intéressent les gens. Oui, on peut. Si vous avez d'autres questions, on peut passer la main aux participants. S'il y a des questions qui n'ont pas encore été abordées, Les alternatives. levez la main. Est-ce que ça vous intéresse que je parle un peu des alternatives au vaccin? Oui. Hein. Oui, j'ai 2 dias en fait. Donc, on a parlé d'homéopathie, entre autres. Je ne suis absolument pas anti-homéopathie. J'ai moi-même été traité pendant de nombreuses années par un homéopathe quand j'étais gosse, et qui me donnait d'ailleurs, quand j'ai commencé la médecine, je le voyais encore, et me disait, tu veux un traitement homéopathique ou allopathique? Je disais homéopathique, évidemment. Alors, il y a une prévention de la grippe, d'oscillococcinum et l'influenzinum, que des patients qui se soignent par homéopathie prenaient. Ces personnes appartiennent, si ces personnes appartiennent à des groupes à risque de complications, ça ne peut pas se substituer au vaccin contre la grippe. Hein, donc ça, c'est dans la notice, clairement dans la notice du médicament homéopathique. Alors, et pour le idem sur la page suivante, je le dirais, des solutions à base de plantes ou probiotiques, ça peut être utile pour renforcer les défenses immunitaires, parce qu'en médecine allopathique, on n'a rien de spécial. Le problème, peut-être, c'est, nous, on n'a rien à proposer. Ces firmes qui proposent des choses les vendent généralement relativement cher, des huiles essentielles, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont aucune étude sérieuse. Alors, comme ils sont en train, eux aussi, comme l'industrie, d'engranger des bénéfices, pourquoi est-ce qu'ils n'injectent pas une partie de cet argent pour faire des études sérieuses et se mettent alors en balance avec des firmes traditionnelles, des firmes pharmaceutiques traditionnelles, et pouvoir dire, oui, mais on a fait des études sérieuses en double aveugle, validé tout ce qu'on veut, et nous prouvons que. Ça, ce serait évidemment formidable. Alors, alimentation et vie saine, oui. Vitamine D, oui, oui, oui. C'est Mouchen qui dit ça. Quand je lis la littérature, l'OMS dit oui. Prescrire la revue française dit non, il n'y a pas de preuve. Le CBIP belge dit non, mais enfin bref, on ne fait pas tort, on est tous en manque de vitamine D, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de surdoser si on avale une ampoule tous les jours. Le zinc, oui, pourquoi pas. Alors, quoi d'autre? Un adepte de l'homéopathie m'a dit ne prendre aucune protéine, ni animale, ni végétale, 2 jours avant la vaccination, le jour même et 2 jours après. Le jour même, prendre du Thuia 200K avant la vaccination, et le lendemain, un isovaccin qui va être vendu 24 à 69 €. Alors, test achat, certains vendeurs de produits homéopathiques profitent éhontément de cette angoisse collective pour faire des affaires très lucratives, soit exactement ce que ceux-là même reprochent souvent, pas tout à fait à tort, nous sommes bien d'accord, à l'industrie pharmaceutique classique. Et enfin, la firme Boiron ne recommande pas l'oscillococcinum 200K contre le coronavirus et affirme que l'homéopathie n'est pas une solution miracle pour soigner le Covid. Donc voilà les positions claires. Donc, on dire que ça n'agit pas, on n'en sait rien. Même chose homéopathie, il n'y a aucune étude sérieuse indigne de ce nom. Or, moi, je dirais, l'ayant vécu par l'intérieur, je suis certain que l'homéopathie peut agir dans les mains d'un bon homéopathe, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, je suis pour l'homéopathie uniciste, un seul produit, et si celui-là ne va pas, qu'on avait trouvé sortant 18 fois comme étant le plus probable, le plus efficace, on passe à celui qui est sorti 16 fois. Ça, pour moi, c'est la bonne homéopathie. Les cocktails à la française, ça me paraît moins intéressant. Ah oui, autre question, peut-être protection pour combien de temps, on n'en sait rien. En fait, on sait que la maladie donne ceux qui ont fait le Covid ont une immunité au moins 8 mois, mais on ne sait pas plus. Et les vaccins, idem, on dose les anticorps, on voit, et il est probable, soit parce que l'immunité diminue trop, soit parce que les mutants reprennent trop le dessus, qu'on doit réinjecter une 3e dose à un moment donné, mais personne ne peut le dire. Et bon, il y a évidemment aussi, comme tout vaccin, une mémoire, et comme toute maladie, une mémoire immunitaire.
Alors, l'efficacité du vaccin, 5 janvier, ça c'est la mortalité des gens venant en maison de repos, donc morts à l'hôpital, 66%. On commence à les vacciner et fin mars, le 18 mars, on est en dessous de 10% de mortalité pour des patients qui venaient de maisons de repos et de soins. Donc, alors on peut dire que les esprits un peu cyniques diront, mais avec la première et la deuxième vague, tous les patients fragiles de maisons de repos sont déjà morts. Il y a sans doute une part de vérité, mais c'est quand même assez flagrant de voir la chute de mortalité, et c'est ce qu'on voulait, chute des hospitalisations et chute des mortalités chez les plus fragiles et les plus âgés. Oui, je dis ça aussi pour dire que la recherche était sérieuse. Pasteur a arrêté la recherche de son vaccin actuellement parce qu'ils estiment que les réponses immunitaires induites ne sont pas suffisantes que pour mettre ça sur le marché. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il reste Jürgen qui voulait partager sa déception par rapport aux firmes pharmaceutiques qui se font beaucoup d'argent. Bah, c'est clair, hein, c'est clair. Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un travail justement sur l'industrie en disant que veut l'industrie pharmaceutique. Je l'ai fait, je dirais, sous un angle extrêmement critique en disant ce qu'ils veulent, c'est trouver le plus vite possible des médicaments pour les vendre le plus cher possible pendant le plus longtemps possible, ce qui explique en partie que des antibiotiques, on nous dit il n'y a plus de nouveaux antibiotiques, on dit aux gens acceptez que votre médecin ne vous prescrive pas d'antibiotiques, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas nécessaire, mais nous sommes à Cuya. Mais pourquoi sommes-nous à Cuya? Parce que l'industrie, elle préfère chercher une molécule qui peut-être va ralentir la maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça et qui vont donner pendant 20 ans à quelqu'un ou pendant 30 ans qu'un antibiotique qu'on va prescrire pendant 10 jours. C'est beaucoup moins intéressant financièrement. Je pense que la raison principale est à ce niveau-là. Pas d'autres réactions? Vous pouvez lever la main ou prendre la parole directement. Ce sera plus simple que de moi à chaque fois switcher d'écran pour pouvoir relayer vos questions. Je vois qu'il y a quelqu'un. Sait-on si les vaccins plus anciens ont eu des conséquences néfastes? Prenez la parole. Hein. Néfaste, non. Je disais dans les effets secondaires immédiats, oui. Je pense qu'on n'a retiré aucun vaccin pour des raisons, comme je disais, pour la Novalgine. Il y a eu un anti-inflammatoire il y a une dizaine d'années qui était mis sur le marché et il était cher, donc il fallait demander l'autorisation à la mutuelle. On a 3 mois avant que le médicament ne soit dans les pharmacies, nous avions déjà les papiers pour demander le remboursement. Et 2 ans après, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets secondaires qui n'étaient pas connus ou pas déclarés, et on a retiré le produit. Et jusque la veille où le produit était retiré, c'était, admettons, le 10 octobre, le 9 octobre, on pouvait encore le prescrire alors qu'on savait qu'il allait être retiré. C'était des millions, si pas des milliards qui étaient en jeu. Donc c'est clair que l'industrie, c'est pas des mécènes et c'est pas des enfants de cœur. Maintenant, je pense aussi que les progrès de la médecine, quand on voit les progrès même entre peut-être pas entre ma sortie du NIF en 66 et maintenant, il y a quand même des progrès dans la pharmacologie. Quand je faisais une garde de nuit, je dirais jusque vers 75, un truc comme ça, un édème aigu du poumon la nuit, c'était l'urgence suprême et c'était pas exceptionnel du tout. Actuellement, on ne voit plus d'édème du poumon depuis le traitement par les inhibiteurs des enzymes de conversion. Donc, c'est un des progrès. Il y a quelques progrès comme ça énormes qui font effectivement que les gens restent en bonne santé plus longtemps et font moins d'épisodes catastrophiques comme on a connu. Merci. Michel, est-ce que tu pourrais mettre la dia où il y avait les liens vers des informations utiles, des sites? Pour le moment.
Comment? Tu ne vois toujours pas de lien? Si, je vois info, flyers, fake news, Oui, ressources. Donc, voilà. On vous enverra ça. Ben justement, comme ce sont des liens qui sont difficiles à noter, je propose d'envoyer à tous les participants, sauf si vous me dites que vous ne le souhaitez pas. Ce seront alors des liens cliquables. Oui, donc il y aura ici le Grand Hôpital de Charleroi. Ils ont fait 8 vidéos, dont une d'Isabelle sur le RN messager, j'en ai parlé tantôt. Ça, c'est le médecin du travail, 10 minutes, qui présente aussi sur tous les ARN messagers, celui-là aussi. Ça, c'est le site Demain je me vaccine, c'est celui des mutuelles, ça, non? Ou de... Non, ah ben voilà, donc il y a des questions-réponses pas mal. Alors Michel a fait un grand nombre de vidéos, il est à 14, c'est des vidéos de 8 à 10 minutes. Et donc, c'est ce prof d'infectiologie de Liège. C'est génial, moi je trouve, c'est des questions courtes, c'est remarquable. Alors ici, c'est en 3 minutes, on explique ce que c'est les vaccins ARN messagers et ce que ce n'est pas. Alors, les infos validées, par exemple, le site du CBIP, le site de Prescrire, où il y a des infos patients, ils ne se jettent pas à prescrire sur les nouvelles par rapport au Covid. Ils attendent d'avoir quand même des études validées avant de sortir un papier. Donc, il ne faut pas aller chercher la dernière information. Et puis, ici, un tas d'autres sites qui sont potentiellement intéressants. Pardon, belges ou ailleurs, mais enfin, c'est beaucoup des sites belges. Alors, la lutte contre les fake news, ça c'est ce que... c'est où aller les chercher. On va parler de ce fameux machin hold-up qui était aussi bourré de fake news. Et d'autres, il y a eu un médecin urgentiste d'ici de la région de Charleroi qui aussi fait parler de lui, qui était révoqué par l'hôpital, ce qui est quand même rarissime parce que là aussi il dépassait largement ses prérogatives et racontait aussi des choses fausses. Alors, quoi d'autre? Bêtement, si on va sur Waxbuster ou un truc comme ça, on en trouve. La RTB, on a sorti aussi et le lien que j'avais tout à l'heure. Ici, je ne sais plus où c'est peut-être en France. Wikipédia aussi, il y a des choses intéressantes. Il y a plein de choses dans le soir, il y a des choses complotistes, ouvrées, casse-pieds, etc. Et puis, il y a des liens je dirais plus directement utile, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, une interview éventuellement, Jean-Michel Donnier qui est prof à Namur, donc qui fait partie de la task force, c'est un scientifique de haut vol. Les vaccins sont-ils sûrs? Le lien sur l'OMS, il y a des choses intéressantes. Bon, des revues comme ça, comme le VIF, où font parfois des synthèses intéressantes. Le SPILF, qui est donc la Société de pathologie infectieuse de langue française, faisait aussi du question-réponse. Bon, ça se recoupe évidemment, mais enfin, il y a kyrielle de trucs. Alors, si vous voulez faire des exposés, il y aura aussi ici Grand Hôpital, ça je l'ai dit, leur petite vidéo qui dure chacune 3-4 minutes, je crois. Information globale, et ça, je ne sais plus de mémoire ce que c'est. Voilà, mais voilà. Donc ça, vous aurez, Caroline vous enverra tout le lien et tout mon PowerPoint, et j'ajouterai le truc de mortalité dont on parlait tout à l'heure. Je vais retirer quelques histoires on n'a pas parlé des adjuvants, ça faisait souvent partie des questions contre. Il n'y a pas d'adjuvants dans les vaccins Covid actuellement, donc il n'y a pas de danger. De toute façon, il n'y a aucun danger. Mais enfin, aux doses où on utilise l'aluminium, on n'a jamais rien prouvé. Et les doses utilisées dans certains vaccins où on met de l'aluminium sont 10 fois moins que notre alimentation quotidienne en utilisant des tétrabacs, des barquettes, des canettes, du lait en pack. Nous absorbons en une année une quantité d'aluminium 1800 fois supérieure à ce qui se trouve dans 2 doses de vaccin, mais il n'y a pas dans les vaccins Covid, en tout cas dans les 4 qui sont en Belgique, il n'y a pas d'aluminium, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et puis voilà. Ok. Michel, je me joins aux participants qui sont en train de mettre des petits messages dans le chat à ton attention en te remerciant pour les échanges et les informations partagées. Et donc, un grand merci à tous aussi pour votre participation. Et je vous envoie alors le lien ou directement à la présentation avec les liens cliquables. Comme ça, vous pourrez compléter vos informations en allant visiter des sites fiables. Merci à tous et bonne soirée, bonne fin de soirée. Bon match de foot demain. Merci pour votre temps. Merci. Merci pour votre temps, c'est vrai. Au revoir.
Au revoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci pour votre participation active. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.